Oui. Bonjour Bernard Griffeld. Bonjour. Alors vous êtes membre du comité d'histoire des offices Ouais. et vous êtes un ancien directeur adjoint de l'office fruits, légumes et horticulture. Ouais. Oui, alors on va parler ensemble de la façon dont l'organisation économique des producteurs s'est mise en place. Ouais. Mais je voudrais vous poser une question un peu innocente dès le début. Est-ce que l'objectif d'une organisation des producteurs, c'est pas que le producteur il vive bien de sa production? Absolument. Et ça, j'allais dire depuis 80 ans. Puisque c'était dans le programme du Front Populaire. Oui, Voilà. oui. Bon, et on n'y est pas forcément toujours arrivé, hein? On n'y est toujours pas arrivé. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un producteur vive normalement de sa production? Eh bien, il faut qu'il arrive à vendre sa production à un prix qui lui permette de vivre, tout simplement, donc, qui soit supérieur à ses coûts de production. Est-ce que c'est pour ça qu'on a créé les offices? Alors, c'est effectivement pour ça qu'on a créé les offices. Comment ils étaient organisés? Est-ce que vous pourriez m'expliquer la façon de mise en relation de toutes les... Oui, ce qui est original dans la construction des offices agricoles, c'est qu'ils sont animés. C'est un lieu de discussion, de négociation, je dirais, permanent entre les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, parfois d'autres ministères. On a eu le plan, etc. On a eu d'autres ministères, les départements d'outre-mer, etc. Et l'interprofession, c'est-à-dire les représentants de la production, de la transformation, du commerce d'expédition, du commerce des grossistes, de la distribution, etc. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué de créer ces offices parce que... Et j'ajoute... Et des consommateurs? J'ajoute absolument. J'ajoute même les consommateurs qui sont venus au début mais qui finalement nous ont boudés, je ne sais pas pourquoi. Et les salariés aussi, très important, les salariés des filières qui étaient présents, en tout cas à l'Oniflore. Au moment de la constitution de ces offices, il y a eu des réticences quand même. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Oui. Il y a des gens qui s'imaginaient qu'on allait faire des kolkhozes. Oui, c'était le regard de l'État qui gênait ou... Oui, tout à fait. Mais ça, c'est des vieux débats qui existaient déjà il y a 80 ans. Hein. Alors, ces offices, ils ont servi à soutenir les cours. Donc finalement, à garantir aux producteurs qu'il avait une juste rémunération. C'était l'objectif, ouais. Oui. Ouais. Elles ont duré très longtemps. C'était la politique agricole commune, mais ça a duré... Alors, pour ce qui concerne les fruits et légumes, on va pas trop parler des autres filières, parce que d'abord, j'y connais rien. Chacun est spécialiste de son domaine. Voilà, moi, je vais parler des fruits et légumes. Oui. Pour ce qui concerne les fruits et légumes, effectivement, on peut dire qu'à l'origine au format, le format, il a été créé à peu près au moment où il y avait de très graves crises en Bretagne et où un leader breton qui s'appelait Alexis Gourvenec émergeait, et c'est lui qui a, je dirais, inventé l'organisation économique. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'il a, après un stage aux Pays-Bas, il a transposé le système des Pays-Bas, je vais en parler tout de suite, en Bretagne. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les producteurs vendaient leurs produits à des expéditeurs qui venaient les visiter sur place. Chaque expéditeur allait s'approvisionner chez les producteurs. Il allait de ferme en ferme acheter la production. Oui. Et donc il y avait un rapport direct entre le producteur entre le vendeur et l'acheteur. Et avec un lien qui était de subordination, on va dire. Parce que les expéditeurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Ils racontaient n'importe quoi, etc. Donc, il a transposé un système qui, en fait, existe depuis les Phéniciens. Un système d'enchères dégressives. Sauf qu'on les Pays-Bas l'ont modernisé en le rendant électronique avec l'aiguille. Oui. Et donc, on fait des enchères, ça s'appelle le cadran, qui s'applique à d'autres filières encore aujourd'hui.
Et donc, ce système-là permettait de réunir dans un seul lieu les expéditeurs, les acheteurs et les producteurs. Chaque producteur amène son lot et les acheteurs, au vu et au su de tout le monde, dans la transparence totale, appuient sur le bouton pour déterminer le prix. Voilà. Et là, c'était un système que les Pays-Bas avaient mis en place en 1905. Hein, c'est donc... et qui fonctionnait terriblement bien. Et qui fonctionne d'autant mieux encore aujourd'hui que, par exemple, dans le secteur de la fleur, pratiquement 90% des fleurs du monde entier qui viennent en Europe se vendre, y compris d'ailleurs de France d'ailleurs, sont vendues sur les cadrans d'Alsmir. Voilà. Donc c'est un système qui ne fonctionne que si il y a effectivement la majeure partie de la quantité qui est vendue comme ça. Sinon ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'on ne l'a pas transposé tellement dans le Midi, parce que les mentalités étaient différentes et les systèmes de vente étaient différents. Donc on est dans un pays très diversifié, très varié, avec des régions de production très différentes, avec des cultures très différentes. Hein, donc il faut s'adapter. Mais pour la Bretagne, ça marchait. Et alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans la loi du marché pure et dure et simple? Non, mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que donc, avec ce système, on l'a adapté. L'Office a adapté ce système un peu au niveau de la gestion du marché. Il l'a adapté à l'ensemble du territoire. Oui. Bon, on a effectivement, d'abord au format, on a même bien avant le règlement communautaire, on a incité les producteurs à se grouper sur dans tout le territoire. On leur a donné des aides pour se constituer, on les a aidés dans leur fonctionnement. Hein. On a aidé les producteurs dans la rénovation du verger, j'y viendrai, de l'organisation économique. Pour les serres, on les a aidés à investir dans les serres parce que c'était nécessaire pour pouvoir vendre leurs produits. On les a aidés pour ça, en leur donnant on a aidé tous les producteurs, mais en donnant un supplément aux jeunes qui avaient plus besoin d'aide et aux membres des organisations de producteurs. Donc on a vraiment tout fait pour aider à la constitution des groupements de producteurs. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a environ 50% de la production française qui est le fait de l'organisation économique. Et alors, comment ça se passe pour un producteur aujourd'hui? Est-ce qu'il est assuré de pouvoir vivre de sa production? On revient à la question du début. Ou est-ce que la loi du marché, la loi de l'offre et de la demande, la main invisible du marché, sert à réguler? D'abord, il a été nécessaire de mettre en place des stratégies parfois très complexes et très variées, hein, suivant les produits, etc. Dans le passé, on a effectivement utilisé tous les moyens en cas de crise. Hein. On a essayé d'ailleurs d'éviter les crises. On va venir en disant comment. Oui. On a tout fait pour essayer de les éviter. Ensuite, lorsque elles survenaient, on avait ce qu'on appelait les plans de campagne et on intervenait sur le marché en essayant de trouver des débouchés alternatifs au retrait. Hein, au retrait que la communauté permettait. Parce que le règlement communautaire est basé là-dessus. Oui. Hein, il permet aux membres des organisations de producteurs de retirer du marché la production si le prix n'est pas suffisant. Oui. D'accord ? Un prix de marché. Bon. Et on a tout fait pour essayer d'éviter ça, pour trouver des débouchés alternatifs. Alors c'était par exemple la distribution gratuite, l'alimentation animale, l'exportation, ça pouvait être. L'exportation, absolument, oui. On les aidait à exporter. Oui. C'était aussi la promotion. Pour pouvoir augmenter la demande. On a développé les promotions, d'ailleurs, toute l'année, mais aussi de crise. Hein, voilà. Mais ces plans de campagne, ils ont été supprimés, ils ont été arrêtés. Oui, lorsque la communauté européenne a changé son système d'intervention et a instauré ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes opérationnels,
hein, on a changé parce que il y a des moyens de lutte contre les crises dans le système communautaire lui-même. Voilà. Donc la réglementation a changé, mais dans les relations entre le producteur et le consommateur, est-ce que la nouvelle réglementation a permis de finalement que l'adaptation se fasse sans trop de conflits? Bah, il y a toujours des conflits, hein. Bon. Mais il y a des instruments pour les régler. Hein. C'est un peu comme dans le monde du travail. Hein. Bon, les conflits, ils existent. Eh bien, l'essentiel, c'est d'être capable de les régler. Et l'office était effectivement le lieu où on réglait les conflits. Ouais. Parce qu'on allait du producteur jusqu'au consommateur. Absolument. Qui avait la décision au bout du compte? Ah ben, c'est les pouvoirs publics, hein, évidemment, qui décidaient. Hein, puisque on a tout notre travail consistait à nous adapter, enfin, à négocier avec les producteurs. On était le lieu de négociation entre l'État et les producteurs. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'office. Ah ben aujourd'hui, il y a France Agrimaire qui fait fait exactement le même travail, mais pour toutes les filières. Bon, alors question brutale, c'est mieux ou pas? Ah ben ça, je suis incapable de vous dire si c'est mieux, puisque je suis parti à la retraite le jour même de la création de France Agrimaire. D'accord. Alors avec l'expérience que vous avez, le regard que vous avez, aujourd'hui, pour affronter les crises, par exemple les aléas climatiques, etc., quels sont les moyens qui peuvent être mis en œuvre? Écoutez, tout d'abord, moi je crois que ce qui est important dans le rôle qu'a joué l'organisation économique, et ça c'est vrai depuis 40 ans, c'est que l'organisation économique et les pouvoirs publics ont mis en place, dans le secteur des fruits et légumes, un maillage particulièrement serré de stations d'expérimentation régionales. Il y en a plus d'une quarantaine, hein, et c'est vrai pour toutes les filières de l'Oniflore, hein, qu'il s'agisse des fruits et légumes frais, transformés, les pommes de terre, et même les productions autres spécialisées. Hein. Donc il y a des stations d'expérimentation qui permettent de faire évoluer les techniques de production, qui permettent de faire évoluer les variétés, hein, la recherche variétale. Tout ça se fait naturellement entre l'organisation économique, les chambres d'agriculture, avec le CTIFL, le Centre technique interprofessionnel des fruits et des légumes, qui est l'institut technique, et l'INRA naturellement. Hein, bon. Et donc il y a tout un maillage de fait qui fait que ça permet aux organisations de producteurs, qui sont organisées en groupements de producteurs, en comités économiques régionaux, en sections par produit et en associations nationales, ça leur permet de définir des stratégies de marché adaptées à la demande du consommateur. Adapté à la demande du consommateur et à chaque produit, oui, absolument. D'accord. Puisque le but, c'est quand même de vendre à des consommateurs. Avec cette particularité, c'est que dans les 50 ans qui ont suivi, qui ont précédé, on a assisté à la montée en puissance de la grande distribution, qui représente aujourd'hui pratiquement 80% de la vente des fruits et légumes. Et donc, si j'entends bien, dont on dit le plus grand mal. On dit le plus grand mal, oui. Bon, moi, je ne veux pas en rajouter. D'accord. Mais bon, je peux vous dire que, par exemple, dans le passé, on ne va pas parler du présent, mais dans le passé, ils sont allés très loin dans la bêtise. Hein, parce que, par exemple, pour les tomates, ils avaient un problème. Ils avaient un problème des tomates parce que la vente des tomates était inadaptée au système de la grande distribution, pour la bonne raison que le libre service était complètement incompatible. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour les pêches. Hein. Donc, les consommateurs tâtaient les tomates qui finissaient en jus de tomate sur les rayons. Bon. Voilà, donc ils ont demandé à la recherche de trouver une tomate qui se garde dans les rayons. Et la recherche leur a produit une tomate qui s'appelait Daniela, qui était capable de se garder 15 jours dans les rayons
Moi, je me souviens, une fois, je suis parti en voyage pendant 15 jours, je suis revenu, mes tomates, elles étaient comme avant, mais immangeables de toute façon. Voilà, justement, oui. Elles étaient bonnes? Non. C'était des tomates pour vendre et pour acheter, mais pas pour Pas consommer. pas pour consommer. Donc, est-ce que, juste une question un peu anecdotique, mais est-ce que c'est pour contourner ces obligations de la grande distribution, etc., que de temps en temps, enfin de plus en plus, on parle des circuits courts, c'est-à-dire du local, que le producteur qui va vendre directement au consommateur en court-circuitant tous les maillons? Oui, ce sont des choses qui se développent effectivement, hein. Y compris le bio d'ailleurs, le bio se développe. Oui. Vous avez également les circuits courts, les paniers, vous avez les signes de qualité aussi. Il faut quand même parler des signes de qualité qui se sont un peu développés. C'est des labels? Donc, c'est des labels. Sortes de... Alors les circuits courts, c'est bien, mais dans les régions de consommation, il n'y a pas toujours les produits qui correspondent. Oui. Hein, voilà. Donc si vous voulez manger des pêches en été, dans la région parisienne, elles ne viennent pas de l'Île-de-France. Hein. Voilà, donc c'est très bien. Les circuits courts, c'est bien pour la production locale, oui. mais ça ne règle pas les problèmes et il n'empêche que la grande distribution conserve la prédominance de la distribution. Et donc vous parliez des sigles, là, donc des labels, ce sont des choses... Des signes de qualité se développent aussi, oui, ouais. Qui peuvent inciter les consommateurs à être plus vigilants par rapport à ce qu'ils consomment? Vous avez plusieurs stratégies, mais dans la consommation, par exemple, prenons les pommes. Dans le cas des pommes, vous avez une diversité de variétés. Actuellement, dans les rayons de grande surface, vous pouvez trouver facilement 13 variétés différentes, adaptées au goût du consommateur. Chaque consommateur peut choisir sa variété. Et ces variétés, vous avez des variétés de l'INRA, vous avez des variétés australiennes, néo-zélandaises, françaises aussi. Bon, mais qui ont été produites selon des systèmes différents. Il y a par exemple l'organisation économique qui produit 1 million de tonnes, je crois, de pommes. C'est quand même beaucoup. Oui. Mais vous avez aussi des systèmes de clubs pour certaines variétés, comme la Pink Lady. Il y a un stand Pink Lady, j'ai vu là. Où la Pink Lady, c'est une variété australienne. Elle permet d'organiser le marché au niveau mondial. Puisque l'hémisphère sud produit pendant les 6 mois de l'année et les autres 6 mois c'est l'Europe. Voilà. Vous avez la Tentation, qui est une variété française qui ressemble un peu à la Golden, mais qui a été produite par Delbar, voilà, qui se vend aussi comme ça, comme par club. Ouais. Vous êtes allé sur le stand, vous m'avez dit Savéole. Oui. Alors Savéole par exemple. Savéole, sont les producteurs bretons de Plougastel d'Aoulas. Et eux, ils font beaucoup de tomates. Mais ils fonctionnent au niveau de l'organisation économique. C'est un peu, il faut un produit. Tous les producteurs produisent avec les mêmes conditions de production. D'accord. Ils arrivent donc à standardiser à l'intérieur de leur groupement, leurs produits. Mais ils ont une très grande variété de produits. Vous allez voir, il y en a une vingtaine de productions de tomates. Ça va de l'ananas à je ne sais plus les noms. Bon, vous avez énormément de production de tomates. Et grâce à la recherche, donc ils sont arrivés à ce système et ils arrivent à mettre sur le marché, à mettre à la disposition des consommateurs donc une diversité de produits à l'intérieur même de leur production. Et ils arrivent pratiquement à garantir le fait que c'est produit sans pesticides. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les bourdons servent à la pollinisation. Ils ont leur propre élevage de bestioles, des auxiliaires qui bouffent les prédateurs. Mais ils m'ont dit qu'ils ne pratiquaient pas la confusion sexuelle comme ça se fait dans les pommes et dans les pêches. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Merci Bernard Greenfeld d'avoir été avec nous. Voilà, merci, au revoir.